Le marché du matelas tout court, Emma, c'est 70% du budget média. Ce qui veut dire que ça nous donne une puissance marketing qui est assez incroyable. On est passé d'une marque qui était complètement inconnue à pratiquement la marque la plus connue du marché, donc en notoriété spontanée en l'espace de 4-5 ans. Et donc ça fait effectivement un très bel atout pour nous développer dans la distribution physique. Bonjour, bienvenue dans Le Panier, le premier podcast e-commerce. Mes invités cartonnent et me livrent leurs secrets de réussite et les problèmes qu'ils ont rencontrés pour qu'on puisse, ensemble, apprendre à vendre mieux et plus. Mon engagement ici est simple, avoir une conversation sans filtre et sans faux semblants, et à ce que vous repartiez inspiré des succès, mais également des échecs, de mes invités avec les bons outils et les bons réflexes. Je suis Laurent Kretz, cofondateur de Cosa Vostra, agence digitale qui fait des sites incroyables et des strates de communication et d'acquisition sur mesure. On travaille pour des grands groupes comme pour les startups, en France comme à l'international, que ce soit pour lancer un site, refondre un e-commerce, développer un SaaS sur mesure, poser une strate de contenu ou repenser un business model. Contactez-moi sur lepanier@cosavostra.com ou LinkedIn et je me ferai un plaisir de vous répondre. Bonne écoute! Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode du Panier. J'ai l'immense plaisir de recevoir Antoine Bonnet, qui est directeur e-commerce chez Emma, numéro 1 de la literie en France, d'après ce que me dit Google, mais un gros acteur international. Oui, tout à fait. Ravi d'être sur ton podcast, Laurent. Très heureux de te recevoir. Donc, tu es en charge du e-commerce sur l'Europe, hors Europe du Sud et UK, mais quand même 6 ou 7 pays, j'ai plus la liste en tête, mais dont la France, entre autres. Tout à fait. Sujet hyper intéressant, puisqu'on pourra dresser un portrait du mix merchandising, de l'acheteur, des usages et du e-com sur ces pays que tu gères, mais tu connais aussi le reste. L'Europe, ça représente 70 à 80% du CA d'Emma. Ouais, encore aujourd'hui. Et Emma qui a doublé de taille en l'espace de quelques années. C'est hallucinant. En 2020, vous étiez à 450 millions, c'est ça? Exactement. C'est une entreprise qui est passée de 0 à 875 millions d'euros de chiffre d'affaires l'an dernier en l'espace de 7 ans. Créé en 2015, 875 millions d'euros. Ça, c'est la clôture quoi, 2022? C'est la clôture 2022. Quel est l'objectif pour 2023? 2023, même plus que le milliard. Hein, on a pour habitude d'avoir des objectifs très ambitieux et de ne pas les atteindre. Ok. Donc on est plutôt aux alentours du milliard 2. Quelle était l'ambition l'année dernière? L'ambition l'année dernière était déjà le milliard. Ok, que vous avez raté de 125 millions, c'est pas rien. Exactement. On pourra en reparler, c'est qu'on n'a pas de budget et on n'a pas d'approche financière rigoureuse. Okay, hyper intéressant. D'ailleurs, ça fait partie des sujets qu'on va aborder parce que 2020, 450 millions, 2021, 650 en gros, vous avez pris 200 millions et puis 875 en 2022. Croître de 200 millions par an, ça met de la tension à plein de niveaux, j'imagine, sur l'acquisition, sur le market, sur les appros, sur les ops, sur le SAV. On pourra en parler. Comment est-ce que tu scales ton SAV quand tu grandis à ce point? On va commencer par dresser peut-être un portrait du marché du matelas compressé roulé entre autres, mais pas que, et d'Emma. On va parler d'international, c'est un sujet hyper intéressant et qui va me passionner parce que en l'espace de 5 ans pour une boîte allemande présente dans une trentaine de pays à date, alors que beaucoup d'autres acteurs et surtout les acteurs plus récents font 80% de leurs chiffres dans un seul pays, j'aimerais comprendre comment vous l'avez fait, quelle est l'organisation humaine qu'il y a derrière. Vous êtes basé à Francfort et tous les responsables de zone, comment tu les appelles, les country managers. Les country managers, tout bêtement. T'as utilisé un autre terme tout à l'heure quand on préparait. Moi, peut-être GM, je sais pas. Les countrymen, hein, t'as pas dit ça? Ouais, en interne, on les appelle les countrymen. Ouais. Ah bah voilà, les countrymen sont basés à Francfort. Ça pose aussi des questions en termes d'e-com. Vous avez une trentaine de pays, vous êtes présent dans une trentaine de pays et avez une trentaine de sites, un site par pays. Pourquoi? Comment? Quelle plateforme? On va parler un petit peu de distribution puisque vous faites 90%, 95%, je dis une bêtise, en ligne. En ligne, oui, c'est aux alentours de 90%. Aux alentours de 90% en ligne, mais la distribution physique est quelque chose que vous commencez à tester et sur lequel vous allez accélérer. Et sur lesquels on a de grandes ambitions. De grandes ambitions, on y reviendra. Mais surtout, on va parler de marketing, puisque c'est une très très belle machine que vous avez mise en place au cours des dernières années. On parlera des canaux, des enjeux de ce business, qui est un business
de capture et non de fidélisation, ou pas forcément de fidélisation. Ça nous fait plein de sujets. Si on a le temps, on terminera par le pilotage et les ops dans cette boîte qui marche bien, dans cette boîte allemande. On parlera de la célérité, ce dont me parlait Olivier Simon, que je salue, et j'aurais dû commencer par ça, mais c'est Olivier Simon qui était un de tes collaborateurs il y a quelques temps. Exactement, que j'embrasse. Que t'embrasses, que je salue, qui vient de vous quitter pour partir chez Dyson. Exactement. Et qui a permis cette mise en relation. Et je parlais de lui parce que, la célérité. Il me parlait de la célérité d'Emma et la manière dont les choses se mettent en place rapidement, et l'apprentissage qu'il a pu connaître dans cette. Ce qui est sans doute le levier principal chez Emma et l'avantage compétitif principal d'Emma, c'est la célérité et la manière dont on opère, effectivement. Ok. Qui est une découverte pour toi? Tu étais dans des boîtes françaises avant? J'étais dans des boîtes françaises, j'ai toujours été en start-up, okay. Mais c'est la première fois que je vois une entreprise qui vraiment met l'empowerment. Alors je vais faire plein de franglais, hein. Je suis navré, c'est que je travaille en anglais. On s'autorise les anglicismes sur le panier. Ok, ça marche. Et c'est vraiment la boîte qui donne le plus de pouvoir à ses employés jusqu'à présent et qui va mettre l'accent sur l'entrepreneuriat en interne et qui va donner les moyens à chacun de pousser ses leviers, d'être responsable de sa propre stratégie et de faire croître la boîte de manière profitable. Ok. On en reparlera. On va peut-être commencer par le commencement. Allons-y. Emma, là-bas, c'est un e-tailer. Ouais, exactement. Exactement. Alors c'est une entreprise allemande, hein, on peut commencer comme ça, fondée par Denis et Manu, qui commence dans l'e-tail de matelas. Donc c'est une marque qui s'appelait Dormando à l'époque, et qui était une boutique multimarque en ligne de matelas. Et Emma était à l'origine, 2 ans après sa fondation, n'était qu'un pet project, donc un projet secondaire. La marque Emma, la marque de matelas Emma, n'était qu'un side project, un pet project. Exactement, okay. C'était un side project qui était géré par un stagiaire, quoi, à la grosse. Et au bout d'un an, donc le pet project était devenu plus gros que la boutique principale, que la boutique e-tail principale, et donc la boîte a pivoté et est devenue Emma, et on s'est concentré sur Emma et on a fermé la boutique, je crois, Dormando en 2020, donc on l'a fait vivoter encore quelques années, mais c'est de là qu'est née Emma, effectivement. C'est intéressant parce que c'est un chemin, un trajet que prennent beaucoup de start-upers, beaucoup d'entrepreneurs, de passer de créer sa propre marque après avoir créé une place de marché ou un retailer en ligne, en se disant bah tiens, j'ai déjà l'espace, j'ai la bande passante, j'ai l'audience, bah autant vendre ma marque et gagner des échelons de la chaîne de valeur, quoi. Exactement, et c'est quelque chose qui commençait à être à la mode, disons, aux alentours de 2014-2015, avec des acteurs américains comme Tuft & Needle, Casper, qui commençaient à développer ce concept du matelas compressé roulé en e-commerce, parce que compresser roulé un matelas, ça en fait un produit qui est viable pour le e-commerce. Ils ont couplé ça à une proposition de valeur qui est de dire on va vous laisser tester votre matelas pendant 100 jours chez vous. Et cette combinaison d'un matelas qui est compressé roulé et de 100 litres d'essai permet de développer un produit en e-commerce. Il y a beaucoup de marques qui se sont créées, hein. Il y en a toujours près de 170 aux États-Unis. Marques de matelas compressé roulé. Exactement. 170 aux États-Unis. Exactement. Et en Europe? En Europe, c'est un peu moins, mais facilement une centaine aussi. Qui se sont créées au cours des 10 dernières années, quoi. Exactement, qui se sont créées. Et Emma était l'une d'entre elles et aujourd'hui la plus grosse. Donc si on parle de l'Occident, 70 aux US, un peu moins en France, ça fait 250-300 marques de matelas compressés roulés qui sont créées au cours des 10 dernières années. J'en vois encore récemment qui arrivaient. D'ailleurs, sur Choose, il y a une promo récemment pour des matelas, je sais plus quelle marque c'était. 250 à 300 marques. Emma en faisait partie et aujourd'hui est la plus grosse. Et la plus grosse à échelle mondiale, tout à fait. À échelle mondiale, dans les 30 pays dans lesquels vous êtes présents, et notamment en Europe, que je l'ai dit, hein, qui représente 70-80% du chiffre. Vous avez abandonné Dormando en 2020 pour vous concentrer sur Emma. Aujourd'hui, combien d'employés? Emma, on vient de dépasser les 1000 collaborateurs environ à travers 4 pays dans le monde. 1 million par collaborateur, bureaux, c'est ça en gros. Marrant comme ratio. Je sais pas si c'est un ratio que vous regardez. C'est un ratio qu'on suit énormément en interne. Le CA par collaborateur. Exactement. Okay. Et qui nous permet de beaucoup nous challenger parce que théoriquement, au fur et à mesure où on croît, la rentabilité par collaborateur décroît parce que aller chercher de la croissance incrémentale est de plus en plus difficile. Mais c'est un ratio qu'on suit et qu'on arrive à peu près à maintenir depuis les 2-3 dernières années. C'est un
Ok. Le ratio, vous arrivez à le maintenir, c'est ça? De marge ou de CA? On suit un ratio de CA aujourd'hui, mais comme on attache la marge au CA, c'est aussi un ratio de marge. Et sans parler d'EMA, mais dans cet univers, quel niveau de marge on peut connaître dans la literie? Alors la literie, c'est traditionnellement une industrie à marge forte. C'est même l'industrie, la catégorie de produits qui, dans le meuble, drive les marges les plus fortes, de l'ordre de entre 40 et 60%. Entre 40 et 60% selon les distributeurs, les créateurs, les marques. Ok. Parfait, restons sur le marché. Donc 250 à 300 sociétés qui se sont créées dans la literie du matelas compressé, entre autres, au cours des 10 dernières années. Mais il y a aussi des acteurs installés. Alors, tu connais certainement bien la France, puisque tu as dirigé la France. Mm-hmm. Tu peux me parler peut-être du marché? Ouais, alors sur le marché français, on a un marché où on pense qu'il y a environ 30% du commerce qui est réalisé en ligne. Là-dedans, Emma a une part assez importante. On pose de l'ordre de 30-40%. Et est en compétition ou en partenariat, ça dépend, avec typiquement des grands acteurs de la distribution physique. On pense notamment à Ikea, on pense à But et Conforama, qui sont des grands faiseurs du meuble. On a la distribution spécialisée qui représente 15 à 20% du marché, qui sont des magasins de matelas spécialisés qui vont faire du conseil. Vous les avez sans doute vus à des coins de rue en zone commerciale, typiquement. Et le reste du marché est pour des acteurs en ligne, donc des acteurs plus jeunes comme Emma, des marketplaces comme Cdiscount, Amazon, La Redoute, avec bien sûr des lignes qui commencent à se troubler entre chacun des acteurs parce que chacun distribue sur tous les canaux à peu près. Oui, l'omnicanalité est devenue une évidence pour beaucoup, c'est la norme. Antoine me reprenait tout à l'heure, je comparais les DNVB aux acteurs installés, mais par DNVB j'entends en fait les acteurs qui sont lancés au cours des 10 dernières années, les marques récentes. Mais voilà, exactement. C'est un abus de langage aujourd'hui. Les marques anciennes essaient de distribuer en direct, donc deviennent des DNVB. Et il y a même des acteurs, des distributeurs traditionnels qui lancent leur propre DNVB. Donc tout le monde fait tout. Des acteurs traditionnels qui lancent leur propre DNVB, des Simons ou des je sais pas quelle autre marque qui lancent des. Alors nos concurrents plutôt traditionnels vont avoir tendance plutôt à prendre une de leurs marques et à essayer de la développer en ligne. Ok. C'est ce que fait par exemple un groupe Coffel avec Merinos, où ils essaient de lancer un magasin en ligne, etc., etc. On a des acteurs comme But Confo qui vont créer leur propre marque de matelas compressés roulés et essayer de la développer en ligne. Ok. Avec cette taille, la taille que vous avez actuellement, la concurrence, elle est principalement là. C'est sur ces acteurs installés. Tu m'as dit 30 à 40%? Oui. Du marché? Ouais. Sur du But Confo Ikea? But Confo Ikea font 50% du marché en valeur en France et sans doute encore beaucoup plus en volume. Et donc c'est vraiment nos concurrents aujourd'hui. C'est plus à échelle européenne où on commence à avoir des parts de marché importantes. C'est plus les jeunes marques comme tu les appelais, les DNVB nés en Europe. Ok, intéressant. Mais ça veut dire qu'il y a une énorme marge de progression. Si tu m'as dit tout à l'heure que aujourd'hui 30% des matelas s'achètent en ligne, votre business il a 90% en ligne. S'il y a 50% qui se fait en magasin ou en tout cas en retail physique, il y a potentiellement une marge de progression. Sachant, j'imagine que le physique aurait tendance à baisser et le e-com à monter. Oui, le physique, on a connu 2 belles années d'accélérateur aussi. On passe d'une pénétration de l'online de 15% environ en 2019 à environ 30% en 2022. Donc il y a une très forte accélération. Mais effectivement des marges de progression. Et il n'y a pas plus de matelas qui sont achetés, donc c'est que ça a été bouffé sur le retail physique. Ça a été bouffé sur le retail physique, mais effectivement on a des marges de progression qui sont colossales et c'est une de nos priorités stratégiques d'aller rencontrer les clients là où ils aiment encore acheter leur matelas dans 70% des cas, c'est-à-dire en magasin. Ok, hyper intéressant. On n'achète pas un matelas tous les jours? Alors non, et ça va conditionner beaucoup de ce qu'on va se dire derrière. Mais un matelas est acheté tous les 14 ans en moyenne en France. À échelle globale, c'est tous les 10 ans environ. Ça va être 8 ans en Allemagne, 8 ans aux États-Unis. Il y a des recommandations qui sont faites? Sur quel matelas acheter? Non, pas sur quel matelas, sur la durée d'utilisation d'un matelas. Un matelas, ça vieillit avec le temps. Un matelas, ça vieillit avec le temps. La manière dont on design un matelas aujourd'hui, c'est pour qu'il dure 10 ans. Pour qu'il dure 10 ans pour une personne qui va faire 70-80 kilos.
Et c'est comme ça que c'est testé. C'est comme ça que c'est testé dans nos laboratoires. C'est comme ça que c'est testé par les associations de consommateurs. On va avoir une espèce de gros rouleau de 80 kilos qui va faire 60 000 allers-retours sur un matelas et qui simule une durée de vie de matelas de 10 ans. Ok. 10 ans, 3600 nuits, 60 000 allers-retours, pourquoi? Parce que tu te relèves plusieurs fois. Exactement. Okay. Tu te retournes, etc. Donc tous les 14 ans en France, du coup, c'est pas de l'intentionnel. Enfin si, il faut capter l'intentionnel au moment où quelqu'un se dit tiens, je vais changer de matelas, c'est ça? Exactement. Il y a des, alors peut-être pas de la saisonnalité, mais il y a des, à quel moment on change de matelas? Alors, il y a une double, bientôt triple saisonnalité en France. Alors c'est un matelas c'est un produit, qu'on achète pas du tout régulièrement, qui correspond à un budget considérable. On parle de plusieurs centaines d'euros, et donc ça se planifie. On va pas générer de la demande, on va capturer de la demande existante. Et comme c'est un achat qui se planifie, il va typiquement être acheté en France pendant les périodes de solde. Donc on a un premier pic au solde d'hiver, on a un second pic au solde d'été, et on a un troisième pic au Black Friday. Donc pendant les soldes, c'est un business de promo? C'est un business de promo. On estime que 70% des matelas sont vendus en promotion en France. 70% des matelas sont vendus en promotion en France. Ok, hyper intéressant. Bon, merci pour le marché. On a fait un petit tour. 14 ans, le taux de renouvellement en France, enfin, comment dire, le réachat en France. C'est même pas l'âge de la boîte, c'est ouf. Ça veut dire que pour l'instant, vous n'avez que des nouveaux clients. On commence à avoir du repeat, on commence à le voir de l'ordre de 10%. Mais pas du repeat de matelas. Je vais acheter un autre matelas pour ma maison ou mon appartement. Ou j'achète un matelas pour mes enfants, ou j'achète un matelas pour ma résidence secondaire. Donc c'est les mêmes clients qu'on voit repasser, et ça représente de l'ordre de 10% de notre business aujourd'hui. Donc c'est mineur, mais c'est des gens qui ont été 80 millions quand même. Oui, non, c'est mineur c'est mineur dans le sens où beaucoup de business e-commerce vont optimiser leur marketing, optimiser leur branding, même leur pricing pour créer du business de repeat. Nous, c'est pas du tout le cas. C'est pas la priorité. C'est un business transactionnel, tout à fait. Ok. Merci, passionnant. Donc tu gères une petite dizaine de pays en Europe. Je vais les citer comme ça on les aura quand même, mais l'Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique, la France, l'Autriche, la Suisse et la Pologne. Ouais, tout à fait. Ok. Tu peux me dresser un peu le portrait de ces pays, les principales différences que tu vois entre ces différents acheteurs? Ouais. Alors, ce qui est assez drôle, c'est que les dormeurs sont les mêmes, mais les habitudes de consommation de matelas sont assez différentes. Et il y a trois pôles principaux. Il y a des pôles comme en France où on a un marché du matelas qui est développé et où les gens investissent pas mal dans leur literie. Ils vont payer de l'ordre de 500-600 euros pour un matelas. Il y a des marchés comme l'Allemagne où Aldi est la marque favorite et où l'achat est un besoin fonctionnel et ils vont payer 200 euros pour un matelas. Et l'autre extrême, c'est un marché comme les Pays-Bas où ils vont acheter des systèmes de sommeil complets, ce qu'ils appellent des box spring bed. Donc c'est un sommier avec des ressorts, un matelas avec des ressorts et un surmatelas au-dessus. Sommier avec des ressorts? Un sommier, un ressort, c'est ce qu'ils appellent un box spring. Donc il y en a pour 45 cm de 4-5 couches de ressorts, mousse, latex, enfin tout ce que tu veux. Et ça fait donc un marché qui est très national, très très spécifique à différentes nations. Je vais te donner un autre exemple. En France, on dort sur des lits doubles. En Allemagne, on dort sur 2 lits simples. Ah ouais? Pourquoi? Pour que chacun puisse avoir son... Voilà, de l'indépendance de couchage. Ce qu'ils appellent la Besucherritze. Bon, je vis en Allemagne, hein, donc je vais même te faire de l'allemand. C'est en gros le fossé du visiteur. Enfin t'as un fossé du coup entre les deux matelas et donc c'est une espèce d'espace de vie privée entre le visiteur et toi. C'est marrant, c'est intéressant. Ok. En termes de tarifs aussi, du coup, on a une grande variété, de prix en fonction des pays en Europe.
Exactement. Avec les Néerlandais qui sont prêts à payer le plus, avec les Suisses sans doute, les Allemands qui sont prêts à payer le moins, et les Français qui sont quelque part au milieu. Quelque part au milieu, mais même sur un même pays, on peut trouver des matelas à quelques centaines d'euros et quelques milliers d'euros aussi. Ah oui, tout à fait. Alors un matelas, disons que ça commence entre 50 euros pour un matelas sur Amazon, donc on va avoir 7 cm d'une couche de mousse, jusqu'à on peut monter à 10-15 000 euros avec des matelas réalisés à la main, avec de la laine, on peut aussi aller dans l'hyperluxe. Le cœur du marché, comme je te disais, est dans les matelas aux alentours de, le prix moyen est aux alentours de 400-600 euros. 400-600 euros. Et le positionnement d'Emma? Le positionnement Emma commence à 300-400 euros et monte jusqu'à 2000. D'accord, c'est quand même assez large. C'est assez large et ça va même avoir tendance à s'élargir. On était initialement parti sur un produit unique, le matelas pour tous, qui permettait d'offrir de gros avantages en termes notamment de logistique et de production et de communication et de plein de choses. De communication, de capacité d'achat, en e-commerce, on est toujours le choix est un ennemi en fait parce qu'il ralentit le canal de vente, mais on était parti là-dessus et aujourd'hui on commence à diversifier notre gamme, à monter en gamme aussi. C'est un de nos enjeux majeurs sur l'Europe effectivement. La France dans tout ça, que tu connais bien parce que tu y as passé un peu de temps. Alors la France chez Emma, c'est un marché qui est lancé en 2017, donc 2 ans et demi après la création d'Emma. C'est historiquement un des marchés les plus importants chez Emma, tant en termes de chiffre d'affaires que de marge. Et c'est un marché où Emma commence à être un des acteurs majeurs, plus seulement du matelas en ligne, mais du matelas de manière générale. Et donc la cash cow pour une des cash cow pour l'entreprise, effectivement. Ok, très bien. Des taux de pénétration qui vont varier en Europe pour Emma. Des taux de pénétration qui vont varier en Europe, ça va dépendre de la force de notre concurrent principal, mais on commence à être sur des marchés qui sont quand même assez matures, entre 20 et 40% du part de marché en ligne. Ok, sur les 30% qui sont réalisés en ligne, hein, c'est ce que tu me disais tout à l'heure. Exactement. Okay, alors ça aussi, ça va varier en Europe. Au Royaume-Uni, on est aux alentours de 50% par exemple. De taux de pénétration ? Non, pardon, d'achat en ligne. Hein. D'achat en ligne, exactement. Okay. Donc ça va varier entre 10% pour la Pologne et 50% pour le Royaume-Uni. Ok. Donc, des marchés assez différents, des habitudes de consommation assez différentes, ça veut dire un merch aussi très différent. Donc, vous êtes parti du produit unique. Aujourd'hui, tu m'as dit que la gamme est déjà assez large et va continuer de s'agrandir. Ouais, exactement. Et c'est aussi une des spécificités d'Emma, c'est qu'on n'a pas essayé d'avoir des économies d'échelle immédiatement. On a tout de suite, et c'est la manière dont on s'est internationalisé d'ailleurs, on a laissé beaucoup d'autonomie aux différents country managers et aux différents pays, de définir quelle est la gamme qu'ils devaient avoir, donc d'adapter la gamme complètement au pays, d'adapter l'approche marketing, d'adapter le pricing au pays pour pouvoir avoir une offre qui colle parfaitement aux besoins du pays. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on doit gérer beaucoup de complexité en termes de merch, en termes de site aussi, parce qu'on va avoir, on est actif dans 30 pays dans le monde aujourd'hui, on va avoir 30 manières de créer des assets, 30 UX, 30 politiques de prix et 30 réappro à gérer en fait. On est en train d'uniformiser tout ça, mais cette approche de divergence initialement était très importante pour pouvoir arriver au taux de croissance auquel on est arrivé. Donc un gros taux de croissance et surtout un acteur récent du matelas qui est présent dans 30 pays, alors que des acteurs plus traditionnels font, tu me le disais, 70-80% de leur chiffre sur un pays, quoi. Exactement. Okay. Une marque de matelas international, ça existe pas. Ça existe pratiquement pas. La plupart des marques font 80% de leur chiffre d'affaires dans leur pays d'origine. Restons sur le sujet parce qu'il est hyper intéressant. On va sauter du coup un peu plus loin dans notre trame qu'on avait écrit ensemble. Mais ça implique 3 choses. 1, de l'organisation humaine, 2, de l'organisation technique, les sites, et 3, potentiellement des ops. Restons sur l'humain. Tous les country managers donc sont basés à Francfort.
Alors, plus aujourd'hui. Quand j'ai rejoint en 2020, oui, c'était le cas. On développait nos 30 pays depuis un seul bureau francfortais qui était une véritable tour de Babel. On avait 60 nationalités qui cohabitaient dans le bureau. On passait 2 bureaux et puis ça avait changé de langue. Donc, ce qu'on faisait, c'est qu'on recrutait des country managers locaux qu'on faisait venir à notre bureau francfortais parce qu'on estime que l'importance de la culture et l'importance de notre manière d'opérer, de pouvoir échanger une idée à la cafetière, a plus de valeur que la présence locale. C'est aussi la beauté du modèle e-commerce qui permet de faire ça. Aujourd'hui, on a un peu changé cette approche, mais la philosophie reste la même. On a des country managers à Francfort et à Lisbonne pour l'Europe, et on développe nos pays comme ça pour l'Europe. Et donc Lisbonne, c'est l'Europe du Sud ? Ou même pas. C'est plus comme ça que ça fonctionne. On fonctionne par langue. Par exemple, le bureau, l'équipe brésilienne est développée depuis Lisbonne parce que c'est du portugais. Donc ça dépend de où il est facile de recruter des gens. Ok, intéressant. On a une approche qui est beaucoup plus, disons, pragmatique. Pragmatique sur le recrutement, la langue. Enfin, vraiment l'opérationnel, quoi. Ouais, exactement, le recrutement, okay. la langue. Donc pas forcément la capitale parce que c'est chic, mais l'endroit où ça va être le plus efficace. C'est très allemand comme approche. Alors jamais la capitale. Jamais la capitale. C'est très pragmatique. Je pense même que c'est un élément fondamental de la culture d'Emma, c'est qu'on fait pas des choses parce que c'est ce que dit de faire la startup hype. On n'est pas une entreprise, on est une entreprise francfortaise et pas berlinoise. On est à Lisbonne et pas à Barcelone. On est à Manille et pas à Singapour. Et on est à Mexico et pas à New York ou dans la Silicon Valley, par exemple. Oui, pardon, j'ai dit pas la capitale alors que là tu viens de citer que des capitales, mais pas la ville la plus importante de sa zone. Voilà, exactement. Okay, ou pas la ville à laquelle on penserait typiquement pour lancer une startup. Quand on va gérer les Amériques, on pense pas aller le faire depuis Mexico. Ouais, exactement. Et très souvent d'ailleurs, les grosses boîtes de luxe surtout, mais dans la distrib aussi, je crois, gèrent quand elles ont un seul bureau sur les Amériques au sens large, c'est très souvent à Miami parce que pratique, un peu central et que tu peux. Ok, je savais pas. Donc, de l'organisation humaine, ça veut dire des équipes historiquement tout à Francfort et maintenant de manière plus opportuniste dans les zones où ça a du sens de les mettre d'un point de vue humain, d'un point de vue pratique, d'un point de vue recrutement. Exactement. Okay. Et aussi comme le développement à l'international est une de nos priorités stratégiques, on est en train de faire monter en capacité, en compétences, en importance des bureaux qui sont en dehors d'Europe, notamment Manille et Mexico. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire monter en importance. Ça veut dire qu'on va recruter des leaders qui sont plus importants. On commence à régionaliser notre structure. Recruter des leaders plus importants. Donc, on va par exemple réfléchir à recruter des C-level, des directeurs, des membres du COMEX dans des bureaux qui sont régionaux. Okay. On va commencer à avoir des approches qui sont régionales et plus globales. Parce que c'est tout simplement impossible de parler de marketing avec des gens qui sont à la fois sur le créneau horaire de Mexico et de Manille. Donc c'est des problématiques qu'on est un peu en train de découvrir en ce moment. C'est nos problématiques du moment. Hyper intéressant. L'autre impact que cela peut avoir, c'est sur la partie tech, cette liberté et la structure. Tu m'as bien dit, et je crois que je l'ai dit en intro, que vous avez un site par pays. On a un site par pays. Avec, comme je te disais effectivement dans notre échange auparavant, très peu de synergie d'un site à un autre. Donc les sites communiquent pas beaucoup, c'est ça ? Les sites ne communiquent pratiquement pas. Pratiquement pas, ils communiquent tous avec l'OMS ou la gestion ou les ops ou la logistique, quoi. Avec le back office commerce, exactement. Techniquement, Emma est même une entreprise où on a accumulé beaucoup de dettes au fur et à mesure des années. Enfin, pour te donner une image, et ça va peut-être aussi décomplexer les gens sur leur infrastructure tech, mais on faisait tourner un business à 650 millions sur Magento 1, donc qui est une jusqu'à quand ? Jusqu'à on est encore dessus. Ok. On est encore dessus. Qui n'est plus supporté, soutenu, je sais pas comment dire. Oui, qui est plus supporté depuis 2020. Ouais. Donc pour te donner une idée, donc on est en train de faire un replatforming, mais effectivement quand on a accumulé 7 ans de dette comme ça, ça prend 2 ans, et on est en train de passer à une architecture en microservices avec un CMS, un OMS, un TMS, un ERP, etc. pour passer d'un seul coup d'une plateforme du début des années 2000 non supportée à une architecture moderne en microservices. TMS, c'est quoi ? Transportation Management System. Okay. Ouais. Je crois que je n'avais jamais abordé ce sujet. Attends, intéressant. Et donc 30 sites à date qui sont
pour une bonne partie d'entre eux, presque tous en Magento 1, c'est ça? Alors, ouais. Et géré en interne ou par des agences? Comment est-ce que vous gérez ça? Tout est géré en interne. Tout est géré en interne. La dette doit être énorme. C'est quoi l'équipe technique? Alors la dette est effectivement énorme. Alors on est en train de la résorber, là on est en train de transitionner, mais on commence à avoir une équipe technique maintenant qui va faire 120 personnes. Donc 120 sur 1000, donc 12% du staff, c'est l'équipe technique. Ouais. Mais c'est une nouveauté chez Emma. Enfin historiquement, d'habitude, l'équipe technique c'était 20 personnes qui faisaient des bouts de scotch en fait. Donc on avait un gros tas de bouts de scotch. Et là, on commence vraiment à professionnaliser notre approche. Pour ceux qui sont peut-être pas à l'aise avec le sujet, la dette technique, c'est en gros le coût que représenterait de tout repartir, de tout refaire depuis zéro. Et effectivement, quand on met en place un système, et c'est le cas, et c'est tout à fait normal. Enfin, parfois les gens s'énervent. Enfin, on voit arriver des clients qui se plaignent et s'énervent. Mais quand on met en place un site et qu'on rajoute des fonctionnalités, des patchs, qu'on modifie des choses au cours des années, ben on ajoute de la dette. Effectivement, repartir de zéro voudrait dire tout refaire. Et c'est un enjeu. Il y a un autre principe qui est important à connaître aussi, ou à maîtriser en tout cas, c'est le Total Cost of Ownership, le TCO. Faire un site va vous coûter, je sais pas, 20 000 euros, 200 000 euros, 500 000 euros. Mais ensuite, la gestion de ce site, et donc les personnes qui doivent le maintenir, le mettre à jour, le gérer quand il y a du contenu, quand il y a des choses à faire dessus, font partie du coût total de gestion de ce site. Et c'est aussi une notion qu'il faut avoir en tête. Parfois un site plus cher mais plus facile à entretenir coûtera au final moins cher qu'un site pas cher à mettre en place mais très cher à entretenir, par exemple. Total Cost of Ownership. Et qui est une métrique que tu m'apprenais et que je vais reprendre dans mes valises pour aller à Francfort et rajouter au-dessus de l'équipe tech. Au-dessus de l'équipe tech. C'est intéressant parce que ma première réaction quand Antoine me parlait des 30 différents sites, je me dis putain la galère. Et ensuite je me suis dit non mais en fait tu as effectivement un degré de liberté qui est assez important. Plutôt que si tu avais un système monolithique qui doit répondre à 30 pays, tu aurais un backlog incroyable. Le backlog c'est la liste des fonctionnalités à développer en attente. Tu aurais un backlog incroyable, tu aurais des frustrations de gens qui disent mais attends mais dans mon pays il faut que je puisse faire une promo de telle manière alors que moi dans notre pays il faut pas. Exactement. Et on a vraiment priorisé l'entrepreneuriat et la capacité de chacun, donc de chaque country manager, à développer ses propres choses et à avoir des fonctionnalités qui sont très différentes d'un pays à un autre. Alors ça peut aller du paiement, hein, je sais pas, en Italie ils aiment bien payer en cash par exemple, au système logistique. Par exemple en France on aime bien grouper les matelas avec les oreillers pour les shipper, et c'est quelque chose qui n'existe nulle part ailleurs dans le monde à ma connaissance. Donc il y a des spécificités dans tous les sens, et cette priorité laissée à l'entrepreneuriat aux dépens disons des synergies a sans doute ce qui a permis à Emma de grossir aussi rapidement. À l'international aussi rapidement. Exactement. Ok. Et la réalité est sans doute quelque part entre les deux. Hein. Ouais. Oui, en tout cas ça a marché. Pour le moment, ça a marché. Si on parle de chiffre d'affaires, ça va marcher. Ça a marché. Exactement. Intéressant. Et du coup, tu soulignes le côté entrepreneurial des country managers, donc une certaine liberté, une autonomie à gérer leur pays tel qu'ils le souhaitent, mais t'as un responsable global qui s'assure quand même d'une certaine homogénéisation, uniformisation. Ouais, alors les gens qui viennent d'entreprises... Uniformité, ça n'existe pas. Hein. Si, je crois que ça existe. Si. Aie confiance en toi. Oui, pardon, j'ai eu tout en le disant. Quelqu'un qui viendrait d'une organisation, disons, plus traditionnelle deviendrait un peu fou chez Emma. On a des gens qui sont arrivés en finance, par exemple, qui comprenaient pas pourquoi la boîte était rentable. Parce qu'on n'a pas, jusqu'à très récemment, on n'avait pas de contrôle de gestion, on n'a pas d'exercice de budgétisation, on n'a pas d'exercice de planification. Tu vois, on planifie de faire 1 milliard et en fait on atterrit à 875. Donc c'est fait au mieux au doigt mouillé. C'est que la manière dont on opère est de donner accès à toute la donnée de rentabilité à tout le monde dans la boîte. Donc on va sans cesse communiquer sur le chiffre d'affaires, la profitabilité d'Emma. Tout le monde est au courant. Tout le monde a... Tout le monde. Les 1000. Les 1000 sont au courant. Rentabilité, chiffre d'affaires, croissance. L'EBITDA, enfin il y a tout qui... Ok. À quelle fréquence? On le présente hebdomadairement. Hebdomadaire. Donc toutes les semaines, un ensemble de KPI à l'ensemble de la boîte. Ouais, exactement. Génial. Par écrit?
C'est fait dans ce qu'on appelle un town hall, donc c'est présenté à l'oral dans une présentation que les gens peuvent consulter aussi, donc ils peuvent. Obligatoire, présentiel. Obligatoire. Pardon, le présence obligatoire. Présence obligatoire. Toutes les semaines, combien de temps? Ça dure 30 minutes. Ok, c'est le lundi matin. C'est le mardi matin. Ok. Présenté mais par qui? alors on présente pas que les KPI. Hein. Non, mais en 30 minutes, t'as pas le temps de. Bon, de toute façon, d'une semaine à l'autre, il se passe pas non plus de révolution. Pas Non. toujours, mais. Non, mais et ça va me permettre d'enchaîner aussi sur la manière dont on opère. C'est que on a beaucoup d'équipes autonomes qui agissent sur leur petit levier d'action. Ce qui veut dire qu'on a une 60aine d'équipes aujourd'hui. Et elles présentent toutes en town hall, tour à tour, ce sur quoi elles avancent, leurs métriques, etc., etc. Donc on présente à tout le monde l'avancement de toutes les équipes. Tout le monde se sent responsable aussi de présenter à ses équipes, devant toute l'équipe, pardon. En plus de ça, on donne aussi accès à une plateforme data, donc sur Tableau en l'occurrence, qui permet à tout le monde de vérifier la profitabilité de son petit levier. Donc on peut télécharger la profitabilité au niveau du SKU, chez Emma. Et ça permet en fait de décentraliser complètement la gestion de la profitabilité de la boîte. Il n'y a pas un seul stagiaire qui va faire une activité marketing qui n'est pas profitable. Parce qu'il a accès à la donnée, il a été éduqué sur comment prendre des décisions rationnelles. Il a été responsabilisé. Et donc, du coup, moi, en tant que directeur Europe, mon job, c'est pas du tout de dire fais ci, fais ça, de faire des plans stratégiques. Mon job, c'est de permettre à tout le monde, donc à la base de la pyramide, à tout le monde dans la boîte, de prendre des initiatives, de prendre des risques et de faire grossir la boîte de manière organique. C'est hyper intéressant. Ça tient en une demi-heure, toutes les semaines? Alors, en une demi-heure, c'est plutôt un exercice de communication. Ouais. Ensuite, on a différentes rituels tous les 4 mois, ce qu'on appelle un big lever, donc un document de gros leviers que chacune des 60 équipes présente, où ils sont challengés par des groupes pluridisciplinaires sur l'ambition de leurs objectifs, est-ce que ça fait sens, est-ce que c'est les bonnes priorités, etc., etc. Ok, mais il y a quand même cette revue hebdo dans les grandes lignes, high level de KPI, de travaux. Voilà où la boîte en est, et voilà où les 5 équipes, en l'occurrence 10 équipes de la journée en sont. C'est intéressant. Et cette culture est-ce qu'elle te permet de lever la tête et de regarder plus loin? C'est ce que les big levers permettent de faire? Alors, parce que là, t'es dans l'opérationnel très immédiat, tu vois. Tu soulèves un point qui est très intéressant, c'est quel est l'horizon stratégique d'Emma. Et c'est un point auquel on est en train de s'attarder, sur lequel on est un peu en train de travailler. Notre mode opérationnel, effectivement, ça encourage beaucoup de court-termisme. Donc, on travaille sur un horizon de 12 mois. Ça permet d'être extrêmement opportuniste. Donc, par exemple, quand en mars 2020, les boutiques ferment, on n'a pas à faire 4 comex avant de pouvoir tripler le budget TV, par exemple, parce qu'il y a une opportunité qui se présente. Et donc, la boîte explose, 170% de croissance cette année-là. En revanche, ça permet sans doute pas d'avoir le bon horizon stratégique pour certains gros leviers comme mettons ouvrir les États-Unis ou se développer en distribution physique, où n'importe quel partenaire va travailler sur des cycles de 3 ans. Et donc aujourd'hui, on est en train d'inclure cette double dynamique, donc une dynamique qui est top-down, où on définit des priorités stratégiques pour l'entreprise, au sein desquelles chacune des sous-équipes peut s'inscrire. Ok, hyper intéressant. On pourrait en parler longtemps, mais on va reboucler, refermer. Pour revenir à la replatformisation, pardon, décidément ce matin compliqué. Donc vous allez avoir une architecture en microservices, Content Stack pour la partie contenu et potentiellement front, mais t'étais pas sûr, je crois. Fluent Commerce pour la partie OMS. Ouais. L'architecture a été pensée pour laisser ce même niveau d'autonomie au country manager, j'imagine. Alors, à terme, oui. Alors, pour le moment, on est vraiment la tête dans le guidon à essayer de sortir une plateforme qui va fonctionner. Mais l'idée, c'est de pouvoir changer des briques, de pouvoir laisser de l'autonomie, voire d'externaliser certaines fonctions en interne. Donc, on expose des API. Et puis, si un countryman a envie de lancer un nouveau service logistique ou de lancer un nouveau moyen de paiement, il pourrait plugger son truc au puzzle. Ils sont incentivés à quoi, les country managers? Ils sont pas incentivés. On a une boîte qui est sans bonus. Sans bonus. Tout le monde est au fixe. Tout le monde est au fixe. Il y a de la participation, il y a de la...
Il y a un petit peu de participation, mais pratiquement pas. Okay. Donc, c'est que du fixe. On pense que les bonus et c'est même les sales qui font du physique, désalignent la boîte, en fait. Parce que ça va t'incentiver sur ton petit scope, parfois aux dépens d'objectifs plus grands de la boîte. Donc on ne donne pas de bonus, chez Emma. Les country managers, comment est-ce qu'ils sont incentivés du coup? C'est juste des gens qui adorent les environnements dynamiques à forte croissance. J'adore ce sujet. Vous n'êtes pas les seuls à ne pas incentiver les collaborateurs. Ouais. J'ai quand même toujours du mal à imaginer. Alors ça dépend évidemment des industries, et la manière dont les objectifs sont posés, et puis aussi de la culture d'entreprise. Si tu n'atteins pas ces objectifs, qu'est-ce qui se passe? Et si tu les atteins, qu'est-ce qui se passe? Si tu les atteins, il se passe rien. Tu restes là. Ouais. Tu peux être augmenté, j'imagine. Si tu les atteins pas, t'es en Europe, t'as un contrat allemand. Ouais. Comment est-ce qu'on peut virer des gens en Allemagne? Alors, c'est à peu près comme la France. Hein. C'est okay. compliqué. C'est compliqué. C'est pas compliqué, ça coûte de l'argent. Mais non, oui, exactement, c'est pas compliqué, ça coûte de l'argent. La manière dont on aligne la boîte autour de ça, c'est qu'on va jamais évaluer les gens selon leur performance et selon leur capacité à atteindre des KPI. On va évaluer les gens et on a deux cycles d'évaluation par an, donc on fait ça tous les 6 mois, selon leur adhérence à des traits culturels et à des donc leur adhérence à des traits. Leur adhérence. C'est-à-dire est-ce qu'ils sont entrepreneuriaux, est-ce qu'ils sont rationnels, est-ce qu'ils sont exécutionnels, est-ce qu'ils sont collaboratifs. Donc on va pas dire la France a fait plus 60%, t'as un bonus ou t'as une augmente, c'est la France a fait plus 60%, ok, mais est-ce que t'as été assez entrepreneurial? Est-ce qu'il aurait pas fallu faire plus 100%? Ou est-ce que donc comme il est difficile, on pense en tout cas, de séparer la performance objectif du marché de la performance de la personne, on va évaluer la personne non pas sur l'atteinte d'objectifs, parce qu'on fixe pas d'objectifs non plus, on fixe des ambitions, mais sur est-ce que c'est des bons émises, des bons émises, donc des gens qui travaillent chez Emma. Des bons émises, des bons émises, ok, comme les Dundies chez Dunder Mifflin. Pour ceux qu'on la rêve, pardon. Je suis désolé. Dunder Mifflin, c'est la société de vente de papier de The Office, la série. Ah, ok. Est-ce que les gens sont des bons émises? C'est hyper intéressant. Je vais le récupérer pour Cosa Vostra, ça. Donc, entrepreneur, exécutant. Je suis désolé, chers auditrices, chers auditeurs, on est très très loin du e-com, mais je trouve ça passionnant, donc je continue. Entrepreneur, exécutant, rationnel, communicant. Non, collaboratif. À la place de communicant. Ouais. Collaboratif, ok. Et ça, c'est évalué comment? Et ça, c'est évalué, on a un système assez traditionnel, tous les 6 mois, de 360 reviews, etc., etc. Ok. Donc, les collaborateurs sont notés, jugés, estimés sur ces différents axes. Il y a des exemples? Comment est-ce que moi, je peux juger si toi, tu es assez entrepreneur? Alors, oui, il y a des exemples. Oui, c'est ça. On fait ça. Est-ce que tu as pris des initiatives? Est-ce que tous les gens du même niveau sont évalués en même temps. Ok. Ce qui veut dire qu'on va aussi normer les gens. Donc, tous les gens, on a une espèce de groupe où tous les team leads des gens de ce même niveau-là se rassemblent et discutent des personnes et les comparent les uns aux autres. C'est comme ça qu'on calibre aussi. Ok, hyper intéressant. On va revenir un peu plus haut dans la discussion. On va parler de diversification, du scaling du SAV et du service client, pardon, sur quand on a fait une telle croissance. Et ensuite, on parle de distrib et de marketing. Donc, on revient, chers auditrices, chers auditeurs, plus proche à du notre sujet, ouais. Passer de 0 à 875 millions, 1 milliard, c'est diversifier tes matelas. Donc, vous êtes parti d'un matelas unique, compressé, roulé, à maintenant une gamme qui va répondre à des enjeux strat et consommateurs en fonction des pays, mais il n'y a pas que le matelas, il y a aussi le sommier, il y a de l'oreiller, il y a de la couette, il y a du... Est-ce que ça fait partie des sujets Il y a du sommeil de manière générale. Il y a du sommeil de manière générale. Et c'est la manière dont on se positionne pour le moment et sur lesquels, ça va être notre positionnement tactique, on va dire, dans les prochaines années. L'enjeu, ça va être d'arrêter la manière dont moi je l'interprète ou dont moi je le vends, c'est aujourd'hui on paye moins que la valeur d'un café pour quelque chose par jour, pour quelque chose où on passe 30% de nos vies et qui est absolument capital pour la régénération, la mémoire, la performance de manière générale. Et donc c'est là-dessus qu'on essaie de se positionner en proposant des produits, des services. On est en train de développer une application par exemple qui permettent aux gens d'améliorer leur sommeil.
Et donc demain, on veut pas être Emma Matelas, on veut être Emma, la marque qui améliore le sommeil des gens. Et donc ça veut dire aussi investir des catégories qui sont adjacentes, donc comme tu l'as dit, des lits, des oreillers. Demain, pourquoi pas des draps technologiques, des applications. Enfin, il y a plein de choses qu'on peut aller explorer, des suppléments alimentaires, j'en sais rien. Il y a plein de choses qu'on peut explorer, avec pour objectif de passer d'une boîte qui fait 70% de son CA en matelas à une boîte qui fait moins de 30% de son CA en matelas. J'allais poser la question. 70% du CA en matelas aujourd'hui. Ouais, tout à fait. Et des technologies qui sont très différentes. Enfin, faire un matelas versus faire, je sais pas, un oreiller, ouais, on peut retrouver des choses un peu similaires. Mais je vois notamment le canapé convertible, et vous n'êtes pas les seuls à en avoir lancé un. On est sur des technos qui sont complètement différentes. On est sur des technos. Alors t'as de la mousse et de l'assise, mais y a pas que ça, quoi. Ouais, on est sur des technos qui sont complètement différentes. C'est pour ça que ça prend. Alors, on produit pas nous-mêmes, hein. Donc les technos sont gérés par nos industriels. Historiquement, hein, ce qu'on fait, c'est qu'on va avoir un industriel toc, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a autant de marques de matelas. Hein. C'est que c'est pas, les barrières à l'entrée sont très faibles. Tout le monde peut aller voir un industriel et se faire produire un matelas. C'est pas très compliqué. Ce qui est beaucoup plus compliqué, c'est d'arriver à investir autant en R&D comme le fait un Emma, par exemple. On teste près de 1000 matelas par mois, par exemple, dans nos laboratoires, pour arriver à un matelas qui a des caractéristiques de durabilité, d'ergonomie, etc. Qui sont les standards d'Emma. Qui sont les standards d'Emma, et qu'on impose maintenant à nos industriels. Donc on a bouclé la boucle. On est parti d'une approche où on prenait la techno de nos industriels à une approche où maintenant on impose notre propre techno à nos industriels. Bah, quand tu pèses 1 milliard, bon, c'est le CA de la boîte, donc c'est même pas du sell out. Quoique 90% on dit aussi, donc oui. Ça revient au même. Quand tu pèses 1 milliard, tu es en mesure de demander des efforts à et d'investir beaucoup en R&D. Ah, ok. x2 en l'espace de 2 ans et demi, là, 3 ans. Non, x2 en l'espace de 2 ans. Et donc j'imagine une capacité de prod qui a dû suivre, objectivement. Tu m'as dit 300 000 matelas par an, et ça, c'est la France ou le monde? Ah, ça, c'est uniquement la France. C'est uniquement la France. À échelle mondiale, on est plutôt de l'ordre de 2 millions, 2,5 millions matelas par an, en tout cas l'an dernier. Ok. Alors ça veut dire qu'il faut complètement changer la supply chain. Alors, on a eu beaucoup d'événements. On a eu le Covid, donc qui a coupé la supply chain asiatique. On doit effectivement changer de fournisseurs hyper régulièrement. Comme on croît très vite, on a des fournisseurs qui ont plus la capacité de suivre, et donc il faut sans cesse changer la typologie de notre supply chain, et on a d'autres changements. Par exemple, je vais te donner un autre exemple. Cette année, on est en train de passer d'un portefeuille qui était surtout composé de matelas en mousse, enfin en l'horizon d'1 an et demi on va faire ça, à un portefeuille qui va être à 90% fait de ressort. Ça veut dire qu'il faut que tu changes complètement l'industriel, parce que le ressort permet de faire des meilleurs matelas, qu'il est plus écologique. Et il tient le compressé roulé? Et il tient parfaitement le compressé roulé. Ok. Mais donc ça veut dire qu'il faut aussi, soit tu changes le savoir-faire de tes industriels dans l'espace d'1 an et demi, sur un volume de 2 millions, soit tu changes l'industriel. Alors, vous êtes quelques milliers à écouter chacun de ces épisodes, hein, entre 5 et 10 000 à chaque fois. Unique. Je l'utilise depuis tout à l'heure, mais on l'a pas défini. Mais le compressé roulé, je suis certain que vous l'avez déjà vu. Mais c'est ces matelas qui sont donc mis sous vide dans des poches en plastique très épaisses, et donc qui réduit en taille, et puis ensuite roulés pour pouvoir être shippés, envoyés, transportés plus facilement. Voilà, pour pouvoir être envoyé dans une boîte. Et ça, c'est une innovation, alors qui existe depuis une vingtaine d'années, hein, mais qui permet de manière très simple de transformer le matelas en produit horrible pour le e-commerce, parce qu'il faut 2 personnes pour le transporter, donc ça coûte entre 70 et 100 euros, à un produit qui passe sur des chaînes de triage logistique, et qui donc coûte moins de 30 euros à envoyer. Et qu'on peut transporter seul, et qu'il faut faire attention en ouvrant d'ailleurs. Exactement. Donc grosse capacité de prod qui doivent évoluer, et j'imagine SAV, il y a eu des impacts de cette croissance Ouais, exactement. Rapide. Exactement. On passe traditionnellement, et ça nous renvoie peut-être à la conception de l'expérience client. On est pragmatique en tout chez Emma, et on a traditionnellement, donc sur un business de transaction, on n'a pas intérêt à créer une expérience client qui est wow, parce qu'on investit beaucoup dans nos produits. On a un product NPS qui est l'ordre de 80. Donc c'est ce dont les gens vont se souvenir. Ils vont passer 10 ans dessus. Leur expérience de livraison a pas besoin d'être autant optimisée. Donc historiquement, notre logistique est une fonction support chez Emma, ce qui veut dire qu'elle essaye de suivre la croissance
La supply chain essaie de suivre la croissance, et donc il y a des heures de temps en temps quand tu fais 170% de croissance en 2020, il faut d'un seul coup presque tripler tes volumes de matelas produits. C'est compliqué dans une période de Covid en plus. Donc on a effectivement quelques heures d'un point de vue sur 2,5 millions de matelas livrés chaque année. J'imagine que même si tu en as 10 qui sont livrés exactement, sur lesquels tu as des problèmes, ouais, ok. Exactement, on a quelques problèmes, mais en volume ça représente beaucoup. Ouais, ok. Génial. Petit point sur la distribution. Donc vous êtes à 90% vendu en ligne ou sur vos sites, ou 90% vendu en ligne. Pardon, excuse-moi. Est-ce qu'on inclut dans les 90% la marketplace? Alors 90% en ligne, incluant la marketplace. Oui, parce que je suis bête. Mais ça ferait plus que sens. C'est compliqué. Donc 80% sur vos sites, une dizaine de pourcents, un peu plus qu'une dizaine de pourcents sur les marketplaces, c'est ça? Ouais, tout à fait. Ok. Tout à fait. Principalement Amazon, et ensuite des marketplaces qu'on appelle des héros locaux. En France, ça va être des Cdiscount, des La Redoute, des showrooms privés, des VP, donc autant d'acteurs avec lesquels on travaille, qui sont très divers d'un pays à un autre aussi. Ok. Ça fait longtemps que vous avez lancé les marketplaces? Oui, depuis la création de la marque. En fait, en tant que Dormando, tu n'as aucun intérêt à bosser avec des marketplaces puisque tu es toi-même un e-tailer, mais depuis que tu as ta marque, je dis toi Emma, depuis que vous avez la marque, il est donc plus facile de panacher ta distribution. Oui. Après, quand on a lancé la marketplace, je saurais pas te dire personnellement. Avant ton arrivée. Avant mon arrivée, j'ai toujours 2020. connu. T'as toujours connu la marketplace. Ouais. Vous qui êtes, alors j'allais dire obsédé, c'est peut-être pas le terme, mais en tout cas très très au fait et transparent sur les KPI, la marge, et avec cette optique de toujours rechercher, d'aller chercher de la marge, si j'ai bien compris, ou en tout cas de la rentabilité, pardon. La croissance profitable. L'enjeu de la marketplace est quand même relativement important puisque tu vas perdre ton 5, 10, 15, 20, 30% de ton... C'est un canal qui est très différent, en tout cas la manière dont il est traité aujourd'hui. Ouais. Tu peux pas proposer les mêmes produits parce que les prix sont beaucoup plus faibles. Donc c'est des produits spécifiques que vous vendez sur les marketplaces? Ouais. Ok. Qui ne sont pas vendus ou pas spécialement vendus? Enfin... On fait les deux. On utilise notre entrée de gamme e-commerce pour le haut de gamme marketplace. Et ensuite, on développe des produits spécifiques pour la marketplace. D'accord, intéressant. Depuis que tu es arrivé. Et c'est toujours le cas et ça va rester le cas? Pas depuis que je suis arrivé, c'est une stratégie qu'on a mis en place il y a 1 an et demi. Ok. Une stratégie d'adaptation. L'objectif étant? L'objectif aujourd'hui, on n'est pas très fort en marketplace, si on se ment pas. L'objectif, c'est vraiment de devenir des acteurs dominateurs sur la marketplace, et pourquoi pas de rentrer aussi sur des gros marchés qui sont à très forte tendance marketplace, comme les États-Unis par exemple. Et on a des concurrents coréens par exemple qui arrivent à monter des boutiques à 900 millions. Et donc ils arrivent à faire ça. À 900 millions sur Amazon, enfin sur Amazon. Sur le marketplace. Voilà, un business marketplace. Sur du matelas. Sur du matelas. Pour les États-Unis. Pour les États-Unis. Ok. Donc, les États-Unis, ça représente combien? Tu communiquez pas, je crois que tu m'as dit tout à l'heure. Non, mais c'est pas un secret que pour le moment on n'est pas très fort, mais c'est une de nos priorités stratégiques. C'est une priorité d'aller sur le marché des États-Unis, qui est un marché très mature. C'est un marché où il y a de la concurrence. C'est un marché qui est très mature, où il y a de la concurrence, alors qu'il est en train de se consolider. Hein. L'e-commerce et les DNVB aux États-Unis se portent pas très bien, et on pense qu'aujourd'hui on a atteint l'échelle tant en termes de prix d'achat que de savoir-faire en termes de performance marketing qui nous permettrait d'avoir un avantage sur ce marché. Ok, hyper intéressant. Donc du D2C via vos sites, de la marketplace et des boutiques. Donc il y a la première boutique qui a ouvert aux Pays-Bas récemment. Il y a 300 points de vente en France, c'est ça, physique? Exactement. Il y a 300 points de vente physiques qu'on a développé historiquement de manière assez opportuniste. En wholesale, hein, donc c'est pas des... En wholesale, exactement. Et là, depuis 1 an et demi, on commence à avoir un développement un peu plus volontariste sur ce canal-là. On a recruté des équipes pour y arriver, et d'ici juin là, ça devrait commencer à bien décoller. Quels objectifs? Alors tu m'as dit que vous ne fixiez pas des objectifs mais des ambitions. Donc quelle ambition? Alors l'ambition pour le wholesale, c'est que il n'y a pas de raison qu'il soit pas à peu près à la même taille que l'e-commerce en Europe d'ici à horizon 3-4 ans. OK. Sachant que le e-commerce va continuer de croître. Le e-commerce va
mais il n'y a pas de raison. Okay. Mais le potentiel de la distribution physique est beaucoup plus important que celui du e-commerce. Enfin, il est à peu près au même niveau parce qu'il y a le sell-in. Il y a le ratio sell-in sell-out. Mais comme 70% de nos clients préfèrent encore acheter en magasin, donc si on applique le sell-in sell-out ratio, c'est à peu près le même potentiel que l'e-commerce. Et comme on a aujourd'hui une puissance de marque en valeur, hein, du coup. Oui, en valeur pour nous, pardon. Et comme on a une puissance de marque, tu disais. Ouais, comme on a une puissance de marque qui est pratiquement inégalée sur chacun de nos marchés. Pour te donner une idée, en France, on présente 70% des dépenses marketing de l'ensemble du marché. J'ai pas compris. Attends, pardon. Sur le matelas. Sur le marché du matelas. En ligne en France. Non, le marché du matelas tout court. Emma, c'est 70% du budget média. Ce qui veut dire que ça nous donne une puissance marketing qui est assez incroyable. On est passé d'une marque qui était complètement inconnue à pratiquement la marque la plus connue du marché, donc en notoriété spontanée en l'espace de 4-5 ans. Et donc ça fait effectivement un très bel atout pour nous développer dans la distribution physique. C'est fou ça. Sur les dépenses médias de la verticale sommeil, literie en France, 70% de ces dépenses sont des dépenses faites par Emma. Ouais, tout à fait. Ça me paraît incroyable. Si tu le dis, c'est que ça doit être vrai. Pardon, ça me paraît énorme. Ok, compris. Alors, c'est petit astérisque. Si j'exclus Ikea, But et Confo, qui sont des gens qui font pas du matelas pur, quoi. Non, qui font pas du matelas pur, qui font de tout, mais qui font aussi du matelas. Ok, compris. Pardon, voilà, c'est ça que je voulais dire, je recherchais. Sell-in, sell-out, on en parle souvent, mais je le redis pour ceux qui l'auraient peut-être pas entendu, qui sont pas à l'aise avec ces sujets. Le sell-in, c'est ce que vend une marque à des distributeurs. Le sell-out, c'est le prix de vente final du bien. Donc si je vends ma bouteille d'eau à 50 € à Ikea et que Ikea la revend 100, mon sell-in c'est 50, mon sell-out c'est 100. Je simplifie à l'extrême. Cool. Écoute, passionnant. T'as parlé de marque à l'instant, la marque est forte. C'est nouveau. C'est nouveau chez nous. Pour nous lancer sur le marketing alors, oui, et la com chez Emma. Exactement. Je dirais que un des atouts d'Emma, ça a été sa capacité à avoir une approche marketing que j'appellerais rationnelle, donc qui est concentrée sur du marketing de performance, à l'opposé par exemple de marques plus américaines, par exemple comme Casper, qui ont levé des centaines de millions de dollars, je crois près de 350, avec un pitch qui consistait à dire on va créer une marque de sommeil et on va vendre des matelas à partir de cette marque de sommeil. Quand on est sur un produit qu'on achète tous les 10 ans, dont on oublie la marque en général après 2-3 mois, ça fait pas énormément sens d'investir dans la marque, ou en tout cas ça va être très très cher de créer une marque de matelas. Ce qui veut dire que nous, on s'est concentré dès le début sur un marketing de performance avec pour objectif d'être profitable dès la première transaction. Et ça veut dire... Donc ton CAC inférieur à ta marge sur dès la première transaction. Exactement. Puisque de toute façon, t'en auras qu'une a priori, une transaction. Enfin, statistiquement, de manière très empirique, c'est rare. Tu commences à 10% de ton CA à date, mais que tu es une deuxième transaction. Donc il faut être rentable dès la première. Sinon, 10% du CA au bout de 7 ans. Ça veut dire qu'en fait, ça prend une éternité à avoir n'importe quel effet de ce côté-là. Alors, c'est un peu malhonnête parce qu'il y a un effet bouche à oreille qui compte dans cette industrie-là. Mais pour nous, tant qu'on peut pas le mesurer, ça n'existe pas. Et donc exactement. On se fixe pour objectif d'être rentable dès la première transaction. Et donc, on va investir beaucoup en marketing de performance en réalisant à chaque fois nos propres apprentissages. On va très peu externaliser ou pratiquement pas externaliser. On bosse avec pas d'agence. On va faire des choses qui sont des hérésies dans l'industrie. On va par exemple être de manière continue en télé toute l'année avec un spot qui ne change pas ou qui n'a pas changé pendant les premières années. Donc on crée pas de nouveautés de ce côté-là. On va avoir des approches comme on va pas faire confiance par exemple à ce que nous disent les algorithmes de Facebook, de Google en termes d'attribution, on va avoir notre propre équipe de data scientists qui vont construire notre propre modèle d'attribution en interne, qui vont pouvoir nous donner notre propre interprétation de ce qui est rentable et de ce qui ne l'est pas. Et c'est vraiment une culture qui est là dans l'ensemble de l'entreprise. Tant qu'on n'a pas un ROAS, donc un Return on Ad Spend de l'ordre de 5, on n'investit pas.
L'objectif, c'est un ROAS de 5 pour investir. Ouais, et si tu l'atteins pas, tu coupes l'invest. Tu coupes l'invest. Ok. L'attribution, c'est une évidence, j'en suis certain pour vous toutes et tous, chères auditrices, chers auditeurs, c'est de savoir qui a généré la vente. Et effectivement, je vais voir une pub télé, puis ça va me trotter dans l'esprit, je vais être retargeté. Non, je vais pas être retargeté parce que tu peux pas, mais je vais être targeté par une pub sur Insta et puis ensuite par du SIA en retargeting. Tout ça m'a poussé vers l'achat et il faut savoir à qui j'attribue le last click, le premier en termes de noto, et c'est des enjeux qui sont assez complexes et qu'aujourd'hui il y a peu de gens, pas de gens, enfin personne n'a vraiment craqué, je pense, ou en tout cas vous n'êtes pas satisfait, c'est que vous êtes en train de me dire, des systèmes, des modèles qui existent, et donc vous avez monté votre propre équipe de data scientists en interne pour comprendre l'attribution. Exactement. Dans un monde où beaucoup de la dépense marketing, nous on fait beaucoup de SIA par exemple, on fait pas mal de paid social, beaucoup de télé, beaucoup d'influence. C'est des canaux où Google va avoir intérêt à te dire que c'est lui qui a fait la vente, Facebook va avoir intérêt à te dire que c'est lui qui a fait la vente, la télé, personne sait vraiment te dire ce qu'elle contribue et comment elle contribue, et l'influence c'est un peu plus facile avec de l'attribution directe, mais quand on les met tous ensemble, c'est très difficile de dire qui a fait la vente, et donc il faut se faire sa propre idée, mais c'est une démarche qui est habituellement est réalisé par les très gros, donc les Unilever, les Procter, eux ils vont avoir des équipes d'attribution en interne. Emma, c'est quelque chose qu'on a fait dès 300 personnes. Ok, intéressant. Donc une approche très perf depuis toujours, qui est en train de switcher un peu. Alors maintenant qu'on a une puissance média qui est importante, on n'investira jamais dans le marketing de marque. On utilisera notre puissance média pour faire passer des objectifs de marque. On commence effectivement à avoir des équipes de marque pour notamment supporter notre transformation d'une boîte de matelas et une boîte de sommeil. Parce que là, il y a une vraie intention client à créer. Il y a personne aujourd'hui qui se pose la question de tiens, si j'investissais dans mon sommeil, c'est tout le monde tiens, si j'achetais un matelas. Et donc cette transformation, il faut l'opérer pour pouvoir augmenter la taille du marché de manière globale. La taille du marché, et puis le réflexe, le top of mind de Emma, si je pense sommeil. Le logo un peu plus gros sur tes campagnes de perf, quoi. Exactement. T'es sur aussi une logique d'intentionniste. D'un coup, on se réveille, on se dit tiens, il faut que je change mon matelas. C'est à ce moment-là qu'il faut choper mon consommateur. Exactement. Et on a essayé d'autres approches où on essaye en fait de. Alors, comme je te dis, on n'arrive pas à créer de la demande de matelas. Ça n'existe pas. Tu peux pas dire à quelqu'un change ton matelas. Exactement. On a essayé plusieurs fois. On a investi, par exemple, il y a une journée mondiale du sommeil qui était en mars, je crois. On a essayé d'investir énormément de médias sur la journée mondiale du sommeil. Ça crée pas de demande. Ça fait pas bouger du tout la courbe de demande de matelas. Enfin, c'est un pouillème par rapport à une courbe de solde, par exemple. Ce qu'on a essayé de faire aussi, c'est qu'on a essayé de capturer des intentions. Donc on a essayé de faire de la publicité, par exemple sur Se Loger, sur Le Bon Coin, autour de gens qui changeaient d'appartement. Ça fonctionnait pas du tout non plus, et surtout ça a pas la puissance des médias traditionnels comme la télé. Donc ce qu'on fait, c'est soit on est très bas de funnel et on fait de l'intentionniste, du SIA, de l'affiliation, etc. Soit on est haut de funnel et on optimise pour du CPM à la grosse, donc du coût par 1000. Et l'objectif, c'est d'avoir un CPM le plus faible possible pour s'il y a quelqu'un qui se pose la question, tiens, si je changeais de matelas parce que j'ai mal au dos ou mon matelas commence à être vieux, et qui voit passer une pub Emma à un moment ou à un autre. Ok, intéressant. D'où la pub télé qui tourne toute l'année. Exactement. Au moment où j'y pense, tiens, il se trouve qu'il y a une pub. C'est pas du tout rationnel de concentrer la télé sur les temps forts, parce qu'en fait, là, même s'il y a une certaine saisonnalité, comme je te disais, solde d'hiver, solde d'été, les gens changent de matelas toute l'année. Ok, intéressant. Donc choper de l'intentionniste en étant un peu, c'est pas longue traîne, mais c'est présent en permanence. Un business de promo aussi. Donc il faut que tu chopes un mec qui a envie de changer de matelas et qu'à ce moment-là, tu dises attention, promo. C'est ce que fait en tout cas le marché dans 70% des cas. Ouais. C'est ce que fait le marché dans 70% des cas, dit-il avec un sourire, mais j'ai entendu. Vous avez testé des occasions de changement de matelas, typiquement le déménagement, avec la pub sur Se Loger, ça n'a pas marché. Mm-hmm. Et ok, super. Quel est le mix aujourd'hui des canaux de communication, ouais. et leur poids? Oui, alors on fait encore beaucoup de SIA, donc
comment on dit ça en français, d'AdWords, de pub de moteur de recherche. Pub sur le moteur de recherche, exactement. Exactement. C'est de l'ordre de... Alors, les mix vont changer d'un pays à un autre, hein, mais c'est de l'ordre de 20-30%. La télé est de l'ordre de 20-30%. L'affiliation a beaucoup augmenté dans ces dernières années, de l'ordre de 15-20%. Pardon, pas l'affiliation, l'influence. L'influence. Ouais. Est de l'ordre de 15-20%. L'affiliation est importante dans certains pays, très importante en France, pas du tout en Allemagne, par exemple. Ça prend quelle forme, l'influence? Des mecs qui testent des matelas et qui le postent sur les réseaux sociaux? J'ai jamais été, enfin, je me souviens pas, pardon, avoir été, en avoir vu, donc. Oui, exactement. C'est n'importe quel influenceur. Alors traditionnellement, on est plutôt sur des catégories famille et maison, qui vont tester un matelas, qui vont aussi filmer leur expérience de déballage parce que c'est assez magique de voir le matelas se gonfler, enfin ce genre de choses. Intéressant. Donc 30% sur du SIA, 30% sur de la télé, c'est ça, 15-20% sur de l'influence que vous outsourcez, que vous faites en interne. Excuse-moi, pardon. La question est la suivante, ou le fond de ma pensée est le suivant, c'est que faire de la masse, et quand tu fais 1 milliard, enfin 875 millions, mais que tu vises 1,2 milliard, la télé, je vais pas dire que c'est simple, mais c'est un bon moyen d'aller toucher rapidement un gros bassin d'audience. Sur de l'influence, c'est quelque chose de plus artisanal. Même si tu as des gens qui ont des centaines de milliers et des millions de followers, on dit souvent d'ailleurs sur le panier que la micro-influence a plus d'impact que la masse influence, je sais pas comment on peut dire. C'est plus compliqué à gérer, non ? Alors oui, c'est ce que nous on appelle un canal qui est lourd d'un point de vue opérationnel, parce que je pense aussi que c'est un canal qui est moins mature, moins consolidé. Il n'y a pas les outils aujourd'hui pour faire de l'influence en masse, et donc on va avoir une approche qui va être alors pour les catégories d'influenceurs, peut-être que ça peut être intéressant pour les auditeurs, et les tailles d'influenceurs. Pas forcément. On voit pas forcément que les micros sont plus intéressants que les macros. Okay. On commence à savoir prédire à peu près quelle va être la performance d'un influenceur en fonction de nombreux critères, et la taille de l'influenceur n'en est qu'un. Mais ce qu'on essaye de faire, c'est de garder en interne les fonctions à haute valeur ajoutée, notamment la négociation du contrat, et d'outsourcer certaines tâches à de nombreuses agences par pays, parce que c'est aussi un marché qui est très local, un canal qui est très local. Donc typiquement le scouting est laissé à des agences externes. Le scouting, c'est d'aller chercher les bons influenceurs. Exactement, chercher les bons influenceurs, et aussi la relation à l'influenceur dans certains cas. La relation à l'influenceur dans certains cas est laissée à des agences externes. Exactement. Dans certains cas. Donc ça veut dire que dans la plupart des cas, vous le faites en interne ? Ça dépend de la taille de l'influenceur et si on a envie d'établir des relations à long terme avec lui. Okay. C'est une manière de réduire la charge opérationnelle, c'est d'avoir des programmes avec des influenceurs avec lesquels on va faire des engagements 3 à 4 fois par an. Ok, compris. Quand je disais tout à l'heure que la perf est peut-être moins efficace avec les gros influenceurs que les micros, j'ai mal formulé. Ce que je voulais dire, c'est que parfois on se dit sur le panier de temps en temps que l'engagement et la dilution peut-être, tu vois, de l'influence quand tu as 6 millions de followers est plus importante que quand on a 60 000 de gens qui ont choisi de te suivre. Exactement. Le nombre de followers est pas un bon indicateur, l'engagement en est. L'engagement en est. Ouais. Est-ce que tu as des erreurs, des plantages à nous partager sur tes actions marketing ? Quelles actions vous avez coupées au cours des 12 derniers mois ? Quelle action on a coupé Quelles sont celles qu'on fait un ROS inférieur à 5 ? Il y en a beaucoup. Il y a des canaux qu'on n'arrive pas à craquer, et ça va parler aux Français et aux Parisiens en particulier. Le out of home, donc l'affichage public dans le métro, notamment les bus. Qui a l'air d'être un standard de l'industrie du matelas en France. Enfin, tous nos concurrents y sont passés, enfin autant que je sache. Pour nous, n'est pas un canal rentable et on n'arrive pas à le rendre rentable. La seule manière pour nous, ou la seule endroit où on a réussi à être rentable, c'est au Royaume-Uni, parce qu'il n'y a pas d'internet dans le métro. Donc on pense qu'il y a un engagement qui est supérieur, où il y a très peu, c'est des stations de métro qui sont très profondes. C'est contre-intuitif. J'aurais pensé que je vois une pub,
elle peut m'intéresser parce que je me suis justement dit ce matin qu'il fallait que je change de matelas et du coup je me connecte à Internet. Là, tu dis que ça marche mieux en Angleterre et que l'une des raisons pourrait être, c'est notre hypothèse. Ouais, on n'en sait rien. Qu'il n'y a pas de réseau. Voilà. Et il y a aussi des conditions d'achat qui sont un peu meilleures parce que le 4x3 peut être divisé entre 3-4 marques et donc c'est plus efficient en termes d'affichage. Mais ça, c'est quelque chose qu'on n'a jamais réussi à faire fonctionner, par exemple. Bon, on n'abandonne pas, hein, on essaie des nouvelles approches tout le temps. On va voir si ça marche. Au bout d'un moment, on va bien y arriver. La radio, on n'a pas réussi non plus. Et donc, on est en train de refaire un tour en se créant une identité audio qu'on va utiliser dans tous nos autres médias pour essayer de faire fonctionner la radio à terme en créant une identité audio d'Emma. C'est un des projets que j'ai poussé récemment. Je suis assez impatient de voir quels vont être les résultats à moyen terme. Un autre canal qui en tout cas en Allemagne, qui était très populaire chez les e-commerçants, c'est des petits des leaflets, des prospectus qu'on met dans les colis e-commerce des autres e-commerçants. Quelque chose par exemple qu'un HelloFresh va beaucoup utiliser. Ça non plus, ça a jamais fonctionné chez nous. Ça n'a jamais fonctionné. On a beaucoup investi dans ces canaux-là. Il y a une belle boîte qui fait ça très bien, c'est Get Inside, que vous entendrez bientôt sur le panier normalement, mais qui permet d'aller poser du leaflet dans des packages de e-commerçants qui l'acceptent évidemment, mais pour lesquels il y a de l'affinité avec vos produits. Donc ça, testé mais sans. On n'a jamais réussi à le faire fonctionner. Surtout, ça scale pas très bien. Et du coup, des opérations, je sais pas, sponsoring d'équipe de foot, j'en sais rien, des choses un peu plus avec une attribution moins évidente à calculer. Exactement. Ouais. Alors ça. Ce que vous ne calculez n'existait pas. Non, ce que vous ne calculez pas, ce que vous ne mesurez pas n'existe pas. C'est ça. Intellectuellement, on a des gros problèmes avec ça, okay, vu notre culture. On est en train d'explorer ça, avec des équipes de foot notamment, à essayer d'équiper leur centre d'entraînement de matelas. J'ai pris cet exemple, mais il pourrait y en avoir plein d'autres. Mais ouais. Ouais, non, mais on est en train de le faire et de voir comment est-ce qu'on pourrait arriver à le faire fonctionner. Mais bien sûr, ça va être une question du média qu'on met autour et pas seulement du partenariat. Et c'est des choses qu'on est en train d'explorer, effectivement. Ok, pas intéressant. Antoine, merci. On a fait un grand tour. J'ai la petite frustration d'avoir brossé seulement en surface certains sujets, mais ça me permettra de continuer la conversation avec toi si tu l'acceptes dans quelques mois. Merci beaucoup, Laurent. On a parlé de célérité et de rapidité de mise en place, oui, et tu m'as dit d'autonomisation des country managers qui sont assez libres et entrepreneurs. Donc là, super, parfait. Et ben merci infiniment à toi, Antoine Bonnet, BO2NET, que vous pourrez retrouver sur LinkedIn si vous avez des questions et voulez en savoir plus. J'espère que cet épisode vous a plu. C'est vrai qu'on a fait une longue parenthèse hors e-commerce, mais plutôt pilotage et opération et humain. Je trouvais ça passionnant. Merci à toi, merci à Olivier, Simon, qui a permis cette mise en relation. J'espère que cet épisode vous a plu. Tu rentres à Francfort ? Je rentre à Francfort. Ok, bon retour et puis à très bientôt et je vous dis à bientôt. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode du panier jusqu'au bout, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode, parlez-en autour de vous et surtout laissez-moi une note et un commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast. N'hésitez pas non plus à le partager à chacun de vos amis dans le business, chaque nouvel auditeur est une victoire. Si vous avez besoin de lancer ou refondre votre site internet, de créer un Shopify ou un WooCommerce, de performer avec une stratégie de contenu efficace, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse lepanier@causavostra.com. On se fera un plaisir de vous répondre. Et enfin, et surtout, inscrivez-vous à la newsletter du panier sur lepanier.io. À bientôt pour un prochain épisode.